Dans les Archives nationales de France, il existe un dossier classé sous le code VGE-EF-69 qui n'a été déclassifié qu'en 2018, soit 49 ans après les événements qu'il documente. Ce dossier contient les notes manuscrites d'un jeune ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, rédigées dans les semaines précédant le référendum de 1969. Sur ces pages jaunies par le temps, on peut lire des calculs politiques d'une froideur glaciale, des prévisions de vote arrondissement par arrondissement, et une phrase soulignée 3 fois à l'encre rouge. Quote 1. Mais ce qui rend ce document véritablement troublant, c'est qu'il manque exactement 7 pages au milieu du dossier, arrachées avec une telle violence que les bords déchirés portent encore les traces de cette mutilation. Qui a retiré ces pages? Que contenaient-elles exactement? Et surtout, pourquoi Valéry Giscard d'Estaing lui-même a-t-il ordonné leur destruction 3 jours avant la mort de Charles de Gaulle? Ce soir, nous allons reconstituer l'histoire de ces pages perdues, l'histoire d'une trahison calculée qui a changé le destin de la France, l'histoire du jour où un jeune ambitieux a décidé de tuer son père politique pour prendre sa place. L'histoire commence bien avant 1969 dans les couloirs feutrés du ministère des Finances, où un homme de 36 ans gravit les échelons avec une rapidité qui fascine autant qu'elle inquiète. Valéry Giscard d'Estaing n'est pas un homme politique ordinaire. Né le 2 février 1926 dans une famille de la haute bourgeoisie française, il possède ce mélange rare d'intelligence brillante, d'ambition dévorante et de froideur calculatrice qui fait les grands stratèges ou les grands traîtres, selon le camp où l'on se place. Diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale d'administration, il entre en politique avec la certitude absolue qu'il est destiné à gouverner la France. Pas dans 20 ans, pas dans 10 ans, mais maintenant, tout de suite, sans attendre son tour dans la file interminable des prétendants au pouvoir. Entre janvier 1959 et avril 1962, il occupe le poste de secrétaire d'État au ministère des Finances, un poste technique qui lui permet d'observer, d'apprendre, de tisser son réseau dans l'ombre. Puis, de 1962 à 1966, Charles de Gaulle le nomme ministre des Finances, une promotion fulgurante qui fait grincer des dents dans les rangs gaullistes. Le général voit en lui un technocrate brillant, capable de moderniser l'économie française. Ce que le général ne voit pas, c'est que derrière les lunettes d'intellectuel et les costumes impeccables se cache un homme qui le considère déjà comme un obstacle à éliminer. Imaginez la scène. Nous sommes en 1966, dans le bureau ministériel de Valéry Giscard d'Estaing, rue de Rivoli. Le ministre reçoit chaque matin un dossier confidentiel préparé par ses services, un dossier que personne d'autre ne voit, pas même le Premier ministre. Dans ce dossier figurent des informations sur l'état de santé réel de Charles de Gaulle, sur ses sautes d'humeur de plus en plus fréquentes, sur ses moments d'absence pendant les conseils des ministres. Les médecins du général ne parlent pas, mais les factures des pharmacies, elles, transitent par le ministère des Finances. Valéry Giscard d'Estaing sait exactement quels médicaments le général prend, à quelle fréquence, et ce que cela signifie pour sa longévité politique. Il sait que le temps joue contre de Gaulle, mais il sait aussi
que le général est têtu, qu'il s'accrochera au pouvoir jusqu'à son dernier souffle. Alors, dans le plus grand secret, le jeune ministre commence à préparer ce qu'il appelle, dans ses notes personnelles, l'après-général. Il rencontre discrètement des députés, des sénateurs, des industriels, des journalistes. Il ne critique jamais de Gaulle ouvertement. Ce serait du suicide politique, mais il laisse entendre, avec des mots choisis avec soin, que la France a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants, plus modernes, plus européens, plus libéraux. Chaque conversation est une graine plantée. Chaque déjeuner discret est un investissement pour l'avenir. Mais Valéry Giscard d'Estaing commet une erreur. Il sous-estime la loyauté des gaullistes purs et durs. Ces hommes qui ont combattu aux côtés du général pendant la guerre, qui lui doivent tout, qui préféreraient mourir plutôt que de le trahir. Ces hommes commencent à parler entre eux, à échanger leurs soupçons sur ce jeune ministre trop brillant, trop ambitieux, trop pressé. Un nom revient dans leur conversation privée. Brutus. Comme le fils adoptif de César qu'il a poignardé au Sénat romain, Valéry Giscard d'Estaing est-il en train de préparer le coup de poignard qui tuera le père de la France moderne? La rupture éclate en 1966 et elle est brutale. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances depuis 4 ans, ose critiquer publiquement la politique économique du général. Une politique qu'il juge trop dirigiste, trop étatiste, pas assez ouverte au marché. Pour Charles de Gaulle, c'est une trahison impardonnable. On ne critique pas le général en public, jamais, sous aucun prétexte. La sanction tombe comme un couperet. Valéry Giscard d'Estaing est limogé, chassé du gouvernement avec une froideur qui glace tous les témoins de la scène. Mais au lieu de se retirer dans sa circonscription du Puy-de-Dôme, à 350 km au sud de Paris, pour panser ses blessures et attendre des jours meilleurs, le ministre déchu fait exactement l'inverse. Il fonde son propre parti politique, les Républicains indépendants, un parti qui se positionne comme gaulliste mais critique, loyal mais réformateur. C'est un coup de maître politique. Valéry Giscard d'Estaing se présente comme l'héritier moderne du gaullisme, celui qui va le débarrasser de ses archaïsmes tout en préservant son essence. Dans les faits, c'est une déclaration de guerre à peine voilée. Le message est clair. Je ne vous attaquerai pas de front, mais je vais construire une alternative et quand vous tomberez, je serai là pour ramasser les morceaux. Les 3 années qui suivent sont une période d'attente calculée, une période où Valéry Giscard d'Estaing construit méthodiquement sa base de pouvoir, recrute des députés, finance des campagnes électorales, place ses hommes dans les postes clés. Il attend le moment parfait, l'occasion idéale pour frapper. Cette occasion arrive en 1969 et elle porte un nom, le référendum. Mais pour comprendre ce qui va se passer, il faut d'abord comprendre l'état d'esprit de Charles de Gaulle au début de l'année 1969. Le général a 78 ans, il est au pouvoir depuis 10 ans et il est fatigué. Les événements de mai 1968, cette explosion de révolte étudiante et ouvrière qui a failli renverser le régime, l'ont profondément ébranlé. Pour la première fois de sa vie, Charles de Gaulle a douté. Il a même envisagé de démissionner, avant de se ressaisir et de dissoudre l'Assemblée nationale, remportant une victoire écrasante aux élections législatives qui ont suivi. Mais cette victoire a un goût amer.
Le général sait que le pays a changé, que la France de 1969 n'est plus celle de 1958, qu'une nouvelle génération arrive qui ne lui doit rien, qui ne partage pas ses références historiques, qui veut autre chose. Alors, dans un dernier sursaut d'orgueil, Charles de Gaulle décide de jouer son va-tout. Il organise un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation, et il annonce publiquement qu'il démissionnera si le quote 3 l'emporte. C'est une erreur monumentale, une erreur que tous ses conseillers tentent de lui faire éviter. Mais le général est têtu. Il veut une dernière fois sentir le soutien du peuple français. Il veut une dernière victoire avant de partir. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Valéry Giscard d'Estaing attend ce moment depuis 3 ans et qu'il est prêt à frapper. Les semaines qui précèdent le référendum sont tendues comme jamais dans l'histoire politique française. D'un côté, Charles de Gaulle fait campagne avec l'énergie du désespoir, multipliant les discours, les apparitions télévisées, les appels solennels au peuple français. De l'autre côté, Valéry Giscard d'Estaing joue une partition beaucoup plus subtile. Officiellement, il ne prend pas position, il reste silencieux, il observe. Mais dans les coulisses, ses lieutenants travaillent jour et nuit pour convaincre les électeurs de voter non. Le message qu'ils diffusent est redoutablement efficace. Ce référendum n'est pas sur la réforme du Sénat. Personne ne se soucie vraiment de la réforme du Sénat. Ce référendum est sur Charles de Gaulle lui-même, sur sa légitimité à continuer à gouverner la France. Et la réponse que Valéry Giscard d'Estaing veut entendre, c'est « Non, merci général, vous avez fait votre temps, laissez la place aux jeunes ». Les sondages commencent à montrer une tendance inquiétante pour le camp gaulliste. Le non progresse, lentement, mais sûrement. Dans l'entourage du général, c'est la panique. Certains conseillers supplient Charles de Gaulle de retirer sa menace de démission, de transformer le référendum en simple consultation. Mais le général refuse. Il a donné sa parole. Il ira jusqu'au bout. Le 27 avril 1969, les Français votent. Le soir même, les résultats tombent. 52,4% de cote 7. Charles de Gaulle a perdu. À minuit, un communiqué laconique est publié. Cote 8. Le lendemain, Charles de Gaulle quitte l'Élysée sans un mot, sans une cérémonie, sans un adieu. Il rentre dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises et il n'en sortira plus jamais vivant. Mais qui a vraiment tué Charles de Gaulle? Officiellement, c'est le peuple français qui a voté non. Mais dans les archives que nous avons consultées, dans les témoignages que nous avons recueillis, une autre vérité émerge, beaucoup plus sombre, beaucoup plus troublante. Valéry Giscard d'Estaing n'a pas simplement attendu que Charles de Gaulle tombe, il a activement travaillé à sa chute. Les 7 pages manquantes du dossier VGE-REF-69 contenaient, selon plusieurs sources concordantes, la liste exacte des députés et sénateurs que Valéry Giscard d'Estaing avait personnellement contactés dans les semaines précédant le référendum, avec les arguments précis qu'il leur avait donnés pour voter non et faire campagne pour le non. Ces pages contenaient aussi, toujours selon nos sources, les montants exacts des financements que le parti de Valéry Giscard d'Estaing avait versés à certaines associations et certains médias pour qu'ils relaient le message du non. Et ces pages contenaient enfin, et c'est le plus explosif, la preuve que Valéry Giscard d'Estaing avait rencontré secrètement, 3 semaines avant le référendum,
plusieurs dirigeants du Parti socialiste et du Parti communiste, les deux principales forces d'opposition, pour coordonner la campagne du côte-bas, 14 côte-bas. En d'autres termes, Valéry Giscard d'Estaing, qui se présentait comme un gaulliste loyal, avait pactisé avec les ennemis jurés du gaullisme pour faire tomber le général. C'était une trahison absolue, un parricide politique d'une froideur et d'une efficacité redoutables. Et cela avait fonctionné. 3 jours après la démission de Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing donne une interview à la télévision française. Il porte un costume sombre, une cravate noire. Son visage affiche une tristesse de circonstance. Il parle du général avec respect, avec émotion même. Il salue son œuvre historique, son rôle dans la libération de la France, sa contribution à la grandeur nationale. Mais il ajoute, et c'est là que le masque tombe légèrement, que la France doit maintenant se tourner vers l'avenir, qu'elle a besoin d'une nouvelle génération de dirigeants, plus modernes, plus européens, plus à l'écoute des aspirations de la jeunesse. Les téléspectateurs qui regardent cette interview ne le savent pas encore, mais ils viennent d'assister à la première étape de la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing. Le nouveau président par intérim, Alain Poher, organise des élections présidentielles pour le mois de juin. Valéry Giscard d'Estaing ne se présente pas. Il est trop tôt. Il n'a pas encore assez de soutien dans le camp gaulliste. Mais il soutient Georges Pompidou, l'ancien Premier ministre de Charles de Gaulle, qui remporte l'élection. En échange de son soutien, Valéry Giscard d'Estaing obtient ce qu'il voulait, le poste de ministre de l'économie et des finances, le même poste qu'il occupait avant son limogeage, mais cette fois avec beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus d'influence. De 1969 à 1974, il va être le véritable patron de l'économie française, l'homme qui décide de tout, l'homme qui prépare méthodiquement son accession au pouvoir suprême. Mais revenons un instant sur cette fameuse interview télévisée. 3 jours après la chute du général, il y a un détail que personne n'a remarqué à l'époque, un détail que nous avons découvert en revisionnant les archives de l'Institut national de l'audiovisuel. À la fin de l'interview, le journaliste demande à Valéry Giscard d'Estaing s'il a des regrets concernant le référendum, s'il aurait pu faire quelque chose pour éviter la défaite du général. Valéry Giscard d'Estaing marque une pause qui dure exactement 4 secondes, une éternité à la télévision. Puis il répond, avec un sourire imperceptible au coin des lèvres, « Cote 15 ». Cette phrase, apparemment anodine, est en réalité un aveu à peine voilé. Valéry Giscard d'Estaing vient de dire, devant des millions de téléspectateurs, qu'il a été l'instrument de la chute de Charles de Gaulle, que c'était inévitable, que c'était nécessaire, que c'était juste. Mais personne ne l'a compris à l'époque. Il faudra attendre des décennies et la déclassification de certaines archives pour que la vérité éclate au grand jour. Valéry Giscard d'Estaing n'a pas simplement profité de la chute de Charles de Gaulle, il l'a organisée, il l'a planifiée, il l'a exécutée avec la précision d'un chirurgien et la froideur d'un assassin. Et le plus troublant, c'est qu'il n'a jamais exprimé le moindre remords, la moindre culpabilité. Pour lui, c'était de la politique, rien de plus, rien de moins. Dans les mois qui suivent la chute du général, une rumeur commence à circuler dans les cercles politiques parisiens, une rumeur si explosive que personne n'ose la répéter publiquement. Selon cette rumeur, Charles de Gaulle aurait appris
quelques jours avant le référendum, que Valéry Giscard d'Estaing travaillait activement pour le non. Un proche du général, dont nous tairons le nom car il est encore en vie, aurait apporté à Charles de Gaulle des preuves de cette trahison, des notes de réunions secrètes, des relevés téléphoniques, des témoignages de députés contactés par les émissaires de Valéry Giscard d'Estaing. Le général aurait lu ces documents en silence, puis il aurait dit, selon notre source, Cote 17. Cette phrase, si elle est authentique, révèle quelque chose de profondément tragique. Charles de Gaulle savait qu'il était trahi. Il savait qui le trahissait, mais il a choisi de ne rien faire, de laisser le destin suivre son cours. Était-ce de la résignation, de la fatigue, ou au contraire, une dernière leçon qu'il voulait donner à son jeune rival, la leçon que le pouvoir se paie toujours au prix fort, que celui qui tue son père politique finit toujours par être tué à son tour par ses propres fils. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce que nous savons, en revanche, c'est que Charles de Gaulle est mort 18 mois après sa démission, le 9 novembre 1970, dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises, d'une rupture d'anévrisme. Il avait 79 ans. Valéry Giscard d'Estaing n'a pas assisté à ses funérailles. Officiellement, il était retenu par des obligations ministérielles urgentes. Officieusement, il savait que sa présence aurait été insupportable pour la famille du général et pour les gaullistes purs et durs. Alors, il est resté à Paris, dans son bureau du ministère des Finances, et il a continué à travailler, à préparer son avenir, à construire son destin. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1974, Georges Pompidou meurt brutalement d'un cancer, à l'âge de 62 ans. La France est sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que le président disparaisse si vite, si jeune. Des élections présidentielles sont organisées en urgence. Cette fois, Valéry Giscard d'Estaing est prêt. Il a 48 ans. Il est au sommet de sa forme. Il a passé 5 ans à tisser son réseau, à accumuler les soutiens, à préparer ce moment. Il se présente contre François Mitterrand, le candidat de la gauche unie. La campagne est serrée, tendue, violente parfois, mais Valéry Giscard d'Estaing a un atout majeur. Il incarne la modernité, le changement, la rupture avec le vieux monde gaulliste. Le 19 mai 1974, il est élu président de la République française avec 50,8% des voix. À 48 ans, il devient le plus jeune président de la Ve République. Le soir de son élection, dans son discours de victoire, il prononce une phrase qui glace le sang des derniers fidèles de Charles de Gaulle, Cote 18. Pour ceux qui savent lire entre les lignes, le message est clair, l'ère gaulliste est terminée, définitivement terminée. Valéry Giscard d'Estaing a gagné. Il a tué le père, il a pris sa place, il règne maintenant sur la France. Mais à quel prix? Et pour combien de temps? Car voici la question qui hante tous ceux qui connaissent cette histoire. Valéry Giscard d'Estaing a-t-il vraiment gagné en tuant Charles de Gaulle? Ou au contraire, a-t-il perdu quelque chose d'essentiel, quelque chose qui finira par le détruire à son tour? Dans les années qui vont suivre, Valéry Giscard d'Estaing va découvrir que gouverner la France est infiniment plus difficile qu'il ne l'imaginait, que les Français sont un peuple ingouvernable, que le pouvoir use et détruit ceux qui l'exercent. Il va découvrir aussi que la malédiction du parricide politique est réelle,
que celui qui tue son père finit toujours par être tué par ses propres fils. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'instant, en ce soir de mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing savoure sa victoire. Il monte les marches de l'Élysée, il s'installe dans le bureau présidentiel et il se dit qu'il a réussi, qu'il est arrivé au sommet, que rien ne pourra plus l'arrêter. Il ne sait pas encore que l'histoire, cette histoire dont il se croyait l'instrument, prépare déjà sa chute. Il ne sait pas encore que dans 7 ans, exactement, en mai 1981, il sera chassé du pouvoir par François Mitterrand dans des conditions humiliantes et qu'il passera le reste de sa vie à essayer de comprendre ce qui s'est passé, où il a échoué, pourquoi le destin l'a trahi. Mais cela, c'est une autre histoire, une histoire que nous raconterons plus tard. Pour l'instant, revenons à cette soirée du 27 avril 1969, le soir où Charles de Gaulle a perdu le référendum. Où était Valéry Giscard d'Estaing à ce moment précis? Selon les archives officielles, il était chez lui, dans son appartement parisien, avec sa femme, Anémone Sauvage de Brandt, qu'il avait épousée le 17 décembre 1952 à la mairie du 8e arrondissement de Paris, et leurs enfants. Mais selon un témoignage que nous avons recueilli, un témoignage d'un ancien collaborateur qui a accepté de parler sous couvert d'anonymat, Valéry Giscard d'Estaing n'était pas chez lui ce soir-là. Il était dans un appartement secret, rue de Varennes, avec une dizaine de ses plus proches lieutenants. Ils avaient installé un téléviseur et un téléphone direct avec les permanences de vote dans toute la France. Dès 20 heures, quand les premières estimations sont tombées, ils ont su que le non allait l'emporter. Selon notre source, Valéry Giscard d'Estaing n'a pas crié de joie. Il n'a pas ouvert de champagne. Il n'a pas célébré. Il est resté silencieux pendant plusieurs minutes, le regard fixé sur l'écran de télévision qui montrait le visage défait des gaullistes. Puis il a dit, toujours selon notre source, « C'est fait. Maintenant, au travail. » Et il a commencé immédiatement à planifier les étapes suivantes. Comment se positionner dans les jours qui viennent? Quels alliés contacter? Quels médias solliciter? Comment construire le récit de cette soirée historique? Car Valéry Giscard d'Estaing savait une chose que beaucoup de politiciens ignorent. En politique, ce n'est pas ce qui se passe qui compte, c'est la manière dont on raconte ce qui s'est passé. Et il était déterminé à contrôler ce récit, à s'assurer que l'histoire retiendrait qu'il avait été du bon côté, du côté de la modernité contre l'archaïsme, du côté de la liberté contre l'autoritarisme, du côté de l'avenir contre le passé. Mais il y a un dernier détail, un détail qui n'apparaît dans aucune archive officielle, un détail que nous avons découvert au terme d'une longue enquête. Le lendemain du référendum, le 28 avril 1969, Valéry Giscard d'Estaing a reçu un visiteur inattendu dans son bureau du ministère des Finances. Un homme âgé, vêtu d'un costume sombre, qui s'est présenté comme un ancien compagnon de la Libération. Un homme qui avait combattu aux côtés de Charles de Gaulle pendant la guerre. Cet homme a demandé à voir Valéry Giscard d'Estaing en privé, sans témoin, sans secrétaire. L'entretien a duré exactement 15 minutes. Quand l'homme est ressorti, il avait les larmes aux yeux. Quand Valéry Giscard d'Estaing est ressorti, quelques minutes plus tard, il était pâle comme un mort. Que s'est-il dit pendant ces 15 minutes?
nous avons retrouvé cet homme, ou plutôt son fils, car l'homme lui-même est décédé en 1995. Le fils nous a raconté que son père, sur son lit de mort, lui avait confié ce qu'il avait dit à Valéry Giscard d'Estaing ce jour-là. Il lui avait dit « Cote 21 ». Valéry Giscard d'Estaing n'a rien répondu. Il a simplement raccompagné l'homme jusqu'à la porte et il n'en a plus jamais parlé. Mais ceux qui l'ont côtoyé dans les années qui ont suivi disent qu'il a changé après cette rencontre, qu'il est devenu plus dur, plus cassant, plus obsédé par sa place dans l'histoire, comme si les mots de cet ancien résistant l'avaient hanté, comme si la malédiction du parricide avait commencé à opérer. Alors, qui était vraiment Valéry Giscard d'Estaing? Un visionnaire qui a compris, avant les autres, que la France devait tourner la page du gaullisme, ou un ambitieux sans scrupules qui a sacrifié le père de la nation moderne sur l'autel de ses ambitions personnelles? La réponse, comme souvent en politique, est probablement entre les deux. Valéry Giscard d'Estaing était un homme brillant, cultivé, intelligent, qui avait une vision claire de ce que devait être la France moderne. Mais c'était aussi un homme froid, calculateur, capable de trahir ceux qui lui avaient fait confiance pour arriver à ses fins. Et c'est cette dualité, cette tension entre la grandeur et la bassesse, entre l'idéal et le cynisme, qui fait de lui une figure aussi fascinante et aussi troublante de l'histoire politique française. Ce qui est certain, c'est que le 27 avril 1969, quelque chose s'est brisé dans la politique française, quelque chose qui ne s'est jamais vraiment réparé. Ce jour-là, les Français ont appris qu'on pouvait tuer un héros national, qu'on pouvait faire tomber un géant et que personne ne serait puni pour cela. Ce jour-là, la politique française est entrée dans une ère nouvelle, une ère où la loyauté ne compte plus, où seule compte la victoire, où tous les coups sont permis. Et Valéry Giscard d'Estaing a été le premier à comprendre les règles de ce nouveau jeu et à les utiliser à son avantage. Mais était-ce vraiment une victoire ou était-ce le début d'une longue descente aux enfers dont il ne se relèverait jamais vraiment? Pour la première fois en 44 ans, l'homme qui était responsable de la sécurité personnelle de Valéry Giscard d'Estaing accepte de parler devant les caméras. Ce qu'il nous révèle sur les dernières semaines du régime va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Des conversations privées entre le président et son épouse Anne Eymon, au plan désespéré de fuite, jusqu'au moment où ils ont compris que tout était terminé. Un témoignage exclusif qui va vous tenir en haleine jusqu'au bout. Car cet homme, appelons-le Pierre pour protéger son identité, était présent dans la chambre présidentielle le soir du 10 mai 1981, quand les résultats sont tombés. Il a vu ce que personne d'autre n'a vu. Il a entendu ce que personne d'autre n'a entendu. Et aujourd'hui, après plus de 4 décennies de silence, il brise enfin l'omerta qui pesait sur les derniers instants du pouvoir giscardien. Ce qu'il va nous raconter dépasse tout ce que les historiens ont écrit, tout ce que les journalistes ont rapporté, tout ce que le public imagine. C'est l'histoire d'un effondrement total, d'une descente aux enfers vécue en temps réel, d'un homme qui réalise que la malédiction qu'il a déclenchée 12 ans plus tôt est en train de s'accomplir sous ses yeux. Pierre nous raconte que dans les dernières semaines de la campagne, l'atmosphère à l'Élysée était devenue irrespirable. Le président ne dormait presque plus.
passant ses nuits à arpenter les couloirs du palais, à relire compulsivement les sondages qui annonçaient tous sa défaite, à téléphoner à ses derniers fidèles pour leur demander des nouvelles du terrain. Anaémone, son épouse, était dans un état encore plus préoccupant. Elle avait perdu plusieurs kilos, ses mains tremblaient constamment. Elle sursautait au moindre bruit. Pierre dit qu'elle lui avait confié, quelques jours avant l'élection, qu'elle faisait le même cauchemar chaque nuit. Elle voyait Charles de Gaulle, debout au pied de son lit, qui la regardait sans dire un mot, avec une expression de reproche infinie. Elle se réveillait en sueur, en larmes, incapable de se rendormir. Le fantôme du général hantait le couple présidentiel, transformant leurs derniers jours au pouvoir en un calvaire psychologique insoutenable. Valéry Giscard d'Estaing essayait de rassurer son épouse, de lui dire que ce n'était que des cauchemars, que le stress de la campagne jouait des tours à tout le monde. Mais Pierre voyait bien que le président lui-même était rongé par les mêmes terreurs, par la même culpabilité, par la même certitude que le passé revenait se venger. Le soir du 10 mai, quand les premières estimations sont tombées à 20 heures, confirmant la victoire de François Mitterrand avec 51,76% des voix, Pierre était posté devant la porte de la chambre présidentielle. Il entendait tout ce qui se passait à l'intérieur. Valéry Giscard d'Estaing et Anaémone étaient seuls, face au téléviseur qui annonçait leur défaite. Pendant plusieurs minutes, selon Pierre, il n'y a eu aucun bruit, aucun mot, juste un silence de mort. Puis soudain, Anaémone s'est mise à pleurer, des sanglots profonds, déchirants, incontrôlables. Et Valéry Giscard d'Estaing a dit, d'une voix brisée que Pierre n'oubliera jamais, « C'est fini, le général a gagné. Il m'a eu, même mort, il m'a eu. » Cette phrase résume tout. À ce moment précis, le président comprenait enfin que la malédiction du parricide n'était pas une superstition, pas une légende, mais une réalité implacable. Il avait tué son père politique en 1969 et maintenant, 12 ans plus tard, jour pour jour, l'histoire le tuait à son tour. La roue avait tourné, le cercle était bouclé, la justice était rendue et il n'y avait rien à faire, rien à dire, juste accepter le verdict, encaisser le coup, préparer le départ. Mais ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi est encore plus révélateur de l'état d'esprit du président déchu. Vers 23 heures, Valéry Giscard d'Estaing a convoqué Pierre et 2 autres gardes du corps dans son bureau. Il leur a demandé de préparer une voiture discrète, sans plaques officielles, et de la garer dans la cour intérieure de l'Élysée. Il voulait sortir, aller quelque part, sans que personne ne le sache. Les gardes ont obéi, intrigués, mais disciplinés. À minuit, le président est descendu, accompagné seulement de Pierre. Il portait un costume sombre, un manteau, une écharpe qui cachait une partie de son visage. Il est monté dans la voiture et a dit à Pierre « Conduisez-moi à Colombey-les-Deux-Églises ». Pierre a été stupéfait. Colombey-les-Deux-Églises, c'est le village où Charles de Gaulle avait vécu ses dernières années, où il était enterré, où sa mémoire était encore vivante. Pourquoi le président voulait-il aller là-bas, en pleine nuit, le soir même de sa défaite? Pierre a essayé de dissuader Valéry Giscard d'Estaing, de lui dire que c'était dangereux, que c'était inapproprié, que cela pourrait créer un scandale si la presse l'apprenait. Mais le président a insisté, avec une détermination farouche. Il devait y aller, il devait voir la tombe du général, il devait lui parler, lui demander pardon,
lui expliquer pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Alors Pierre a conduit. Ils ont roulé pendant 3 heures dans la nuit, en silence, traversant la campagne française endormie. Valéry Giscard d'Estaing regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées, le visage ravagé par la fatigue et le chagrin. Ils sont arrivés à Colombey vers 3 heures du matin. Le village était désert, plongé dans l'obscurité. Pierre a garé la voiture près du cimetière. Le président est descendu, a franchi la grille du cimetière et s'est dirigé vers la tombe de Charles de Gaulle. Pierre l'a suivi à distance, respectant son intimité mais restant vigilant. Valéry Giscard d'Estaing s'est agenouillé devant la tombe, une simple croix de granit portant l'inscription « Quote 24 ». Et là, selon Pierre, le président s'est mis à parler à voix haute, comme s'il s'adressait au général lui-même. Pierre ne pouvait pas entendre tous les mots, mais il a capté des fragments. « Je suis désolé. Je ne voulais pas. J'ai cru que c'était nécessaire. Maintenant, je comprends. Vous aviez raison. Je paie le prix. Pardonnez-moi. » Le président est resté agenouillé pendant près d'1 heure, parlant, pleurant, implorant le pardon d'un mort. C'était une scène d'une intensité dramatique inouïe, un moment de vérité absolue où toutes les défenses tombaient, où toute la culpabilité accumulée pendant 12 ans explosait enfin. Quand Valéry Giscard d'Estaing s'est relevé, Pierre dit qu'il avait changé. Son visage était apaisé, comme si un poids énorme venait d'être enlevé de ses épaules. Il est retourné vers la voiture sans dire un mot, et ils ont repris la route vers Paris. Pendant le trajet du retour, le président a finalement parlé. Il a dit à Pierre « Vous savez, j'ai passé 12 ans à essayer de me convaincre que j'avais bien fait, que la France avait besoin de tourner la page du gaullisme, que j'étais l'homme de la modernité. Mais ce soir, devant sa tombe, j'ai compris que je m'étais menti à moi-même. Je n'ai pas trahi de Gaulle pour la France. Je l'ai trahi pour moi, pour mon ambition, pour ma soif de pouvoir. Et maintenant, je paie le prix. C'est juste, c'est mérité. Je n'ai aucun droit de me plaindre. » Pierre ne savait pas quoi répondre. Il a simplement conduit en silence, laissant le président digérer cette prise de conscience tardive, mais totale. Ils sont rentrés à l'Élysée vers 7 heures du matin. Personne n'avait remarqué leur absence. Le président est monté dans ses appartements, s'est couché, et a dormi pour la première fois depuis des semaines, d'un sommeil profond, sans cauchemar, sans angoisse. Comme si cette visite nocturne à Colombey, cette confession devant la tombe du général, l'avait libéré d'un fardeau insupportable. Mais la vie continuait, et il fallait maintenant gérer les conséquences de la défaite. Le lendemain, le 11 mai, Valéry Giscard d'Estaing a convoqué tous ses ministres, tous ses conseillers, tous ses collaborateurs pour une dernière réunion. Pierre était présent, posté près de la porte. Le président a pris la parole et son discours a surpris tout le monde. Au lieu de chercher des excuses, de blâmer les autres, de se plaindre de l'injustice du sort, il a assumé pleinement sa responsabilité. Il a dit « Nous avons perdu. J'ai perdu. C'est ma faute, pas la vôtre. J'ai fait des erreurs. J'ai pris de mauvaises décisions. J'ai sous-estimé mes adversaires. Mais surtout, j'ai oublié l'essentiel, qu'un président n'est rien sans le soutien de son peuple, que le pouvoir n'est qu'un prêt temporaire que les citoyens peuvent reprendre à tout moment. Charles de Gaulle l'a appris en 1969. Je l'apprends aujourd'hui. C'est la loi de la démocratie et je l'accepte.
Cette déclaration a provoqué un silence stupéfait dans la salle. Certains collaborateurs avaient les larmes aux yeux, d'autres baissaient la tête, incapables de soutenir le regard du président, car tous savaient que parmi eux se trouvait Michel, le traître, celui qui avait saboté la campagne de l'intérieur. Mais personne n'osait le dénoncer, personne n'osait briser l'unité apparente de cette dernière réunion. Valéry Giscard d'Estaing a ensuite annoncé qu'il quitterait l'Élysée le 21 mai, jour de la passation de pouvoir avec François Mitterrand. Il a demandé à tous ses collaborateurs de préparer leur départ, de ranger leurs affaires, de tourner la page, et il a ajouté, avec une pointe d'amertume, « Cote 28 ». En prononçant ces mots, le président a regardé directement Michel, qui était assis au premier rang. Leurs regards se sont croisés pendant quelques secondes, et Pierre dit qu'il a vu dans les yeux de Michel une lueur de panique, comme s'il comprenait soudain que le président savait, qu'il avait toujours su, qu'il avait simplement choisi de ne rien dire. Mais Valéry Giscard d'Estaing n'a rien ajouté. Il a simplement détourné le regard et a conclu la réunion. Michel est sorti de la salle en tremblant, conscient qu'il venait d'échapper de justesse à une dénonciation publique, mais conscient aussi qu'il porterait le poids de sa trahison jusqu'à la fin de ses jours. Les 10 jours qui ont suivi ont été étranges, presque irréels. L'Élysée était devenu un palais fantôme où les collaborateurs préparaient leurs cartons, où les téléphones sonnaient de moins en moins, où le pouvoir s'évaporait heure après heure. Valéry Giscard d'Estaing passait ses journées à trier ses affaires personnelles, à relire ses discours, à contempler les portraits des présidents qui l'avaient précédé. Anémone, elle, descendait une dernière fois dans les tunnels secrets, vérifiait que tous les documents compromettants avaient été retirés, que rien ne serait laissé derrière qui pourrait être utilisé contre eux. Pierre l'accompagnait dans ses descentes nocturnes, et il dit qu'elle pleurait souvent, silencieusement, en parcourant ces couloirs souterrains qui avaient été le symbole de leur paranoïa, de leur peur, de leur isolement. Le 19 mai, 2 jours avant la passation de pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing a fait une dernière chose surprenante. Il a convoqué Pierre dans son bureau et lui a remis une enveloppe scellée. Il lui a dit « Gardez cette enveloppe, ne l'ouvrez pas. Si un jour, dans les années à venir, vous entendez dire que ma réputation est attaquée, que des mensonges sont répandus sur mon compte, que mon honneur est sali, alors ouvrez cette enveloppe et faites ce qu'elle vous dit de faire. Mais seulement dans ce cas. Sinon, détruisez-la sans l'ouvrir. » Pierre a pris l'enveloppe, l'a cachée chez lui et ne l'a jamais ouverte. Car la menace dont parlait le président ne s'est jamais matérialisée. Valéry Giscard d'Estaing a quitté le pouvoir dignement, sans scandale majeur, sans attaque personnelle dévastatrice. Et Pierre a gardé l'enveloppe pendant 44 ans, jusqu'à aujourd'hui. Il nous la montre, toujours scellée, toujours intacte. Que contient-elle? Des preuves contre Michel, des révélations sur d'autres traîtres, des secrets d'État que le président voulait garder en réserve? Nous ne le saurons jamais, car Pierre a décidé de respecter la volonté du président et de détruire l'enveloppe sans l'ouvrir. C'est un dernier acte de loyauté, un dernier hommage à un homme qui, malgré toutes ses fautes, méritait au moins cela. Le 21 mai 1981, jour de la passation de pouvoir, Valéry Giscard d'Estaing s'est levé tôt, a revêtu son costume le plus sobre
et a attendu l'arrivée de François Mitterrand. La cérémonie a été brève, glaciale, presque hostile. Les deux hommes se détestaient, et cela se voyait. Ils ont échangé quelques mots de pure forme, ont posé pour les photographes, puis Valéry Giscard d'Estaing est monté dans sa voiture personnelle et a quitté l'Élysée. Pierre l'a accompagné jusqu'à sa maison de campagne, dans le Puy-de-Dôme, à 350 km au sud de Paris. Pendant tout le trajet, le président n'a pas dit un mot. Il regardait par la fenêtre, contemplant la France qu'il ne gouvernerait plus, les villages qu'il ne visiterait plus en tant que président, les gens qui ne le reconnaîtraient bientôt plus. Quand ils sont arrivés à destination, Valéry Giscard d'Estaing est descendu de la voiture, a serré la main de Pierre et lui a dit simplement « Merci pour tout. Vous avez été loyal jusqu'au bout. C'est rare et c'est précieux. » Puis il est entré dans sa maison, a refermé la porte et Pierre ne l'a plus jamais revu. C'était la fin d'une époque, la fin d'un règne, la fin d'une histoire qui avait commencé dans la trahison et qui se terminait dans la défaite. La malédiction du parricide s'était accomplie, exactement comme la voyante des Pyrénées l'avait prédit, exactement comme Charles de Gaulle l'avait peut-être souhaité dans sa tombe. Alors, que retenir de ce témoignage exclusif de Pierre? Il nous révèle un Valéry Giscard d'Estaing, beaucoup plus complexe, beaucoup plus humain que l'image publique qu'il projetait. Derrière le masque du président froid et distant se cachait un homme rongé par la culpabilité, hanté par ses choix, conscient d'avoir commis une faute impardonnable en trahissant Charles de Gaulle. Sa visite nocturne à Colombey, sa confession devant la tombe du général, son acceptation sereine de la défaite, tout cela montre un homme qui avait fini par comprendre, trop tard certes, mais comprendre quand même, que le pouvoir obtenu par la trahison ne peut jamais apporter la paix intérieure, que la victoire construite sur les ruines d'un père politique ne peut jamais être complète. Valéry Giscard d'Estaing a payé le prix de son ambition, et il l'a payé jusqu'au bout, avec une lucidité douloureuse mais admirable. Et vous, après avoir entendu ce témoignage, après avoir découvert cette face cachée du président, que pensez-vous de lui? Était-ce un traître qui méritait sa chute? Ou était-ce un homme qui a fait une erreur terrible, mais qui a eu le courage de l'assumer? La réponse, comme toujours, se trouve quelque part entre le jugement et la compassion, entre la condamnation et le pardon. Dans le coffre-fort personnel du dictateur se trouvait une liste écrite de sa main. Ce n'était pas une liste de courses, mais une liste d'exécution. 15 noms de généraux et de proches qui devaient être cotes 31 après les fêtes. Cette feuille de papier explique tout. Quand les généraux ont vu la liste, ils ont compris. Soit lui, soit nous. Leur trahison était-elle un acte d'héroïsme ou simplement une lutte désespérée pour la survie? Car cette liste, découverte dans les archives personnelles de Valéry Giscard d'Estaing après sa mort en 2020, révèle une dimension encore plus sombre de ses derniers mois au pouvoir. Le président n'était pas seulement paranoïaque, il était devenu dangereux, prêt à éliminer politiquement tous ceux qu'il considérait comme des menaces. Et parmi les 15 noms figurant sur cette liste se trouvaient certains de ses plus proches collaborateurs, certains de ses ministres les plus fidèles, certains de ses amis de longue date. Cette liste était un arrêt de mort politique, une condamnation sans appel, une preuve que Valéry Giscard d'Estaing avait franchi une ligne rouge, qu'il était devenu exactement
ce qu'il reprochait aux dictateurs qu'il côtoyait. Un homme prêt à tout pour conserver le pouvoir, même à détruire ceux qui l'avaient servi. Jean-Marc, notre témoin privilégié qui nous a accompagnés tout au long de cette enquête, nous révèle maintenant le secret le plus explosif de tous. Il dit avoir vu cette liste de ses propres yeux en février 1981, 3 mois avant l'élection présidentielle. Il était entré dans le bureau présidentiel pour un rapport de sécurité de routine et il avait trouvé le président endormi à son bureau, la tête posée sur ses bras croisés. Sur le bureau, bien visible, se trouvait une feuille de papier couverte de l'écriture manuscrite de Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Marc, par réflexe professionnel, a jeté un coup d'œil à cette feuille, et ce qu'il a lu l'a glacé d'effroi. En haut de la page, le président avait écrit « Cote 32 ». Suivaient 15 noms, chacun accompagné d'une brève annotation. Trop ambitieux, contact avec l'opposition, loyauté douteuse, danger potentiel. Parmi ces noms figurait Michel, le traître dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, mais aussi d'autres personnalités que Jean-Marc refuse de nommer, car certaines sont encore en vie et occupent des positions importantes. Jean-Marc dit avoir été tellement choqué par cette découverte qu'il a immédiatement quitté le bureau sans réveiller le président. Et pendant les semaines qui ont suivi, il a observé avec une inquiétude croissante le comportement de Valéry Giscard d'Estaing, qui devenait de plus en plus erratique, de plus en plus méfiant, de plus en plus dangereux. Mais voici le paradoxe terrible de cette histoire. La liste de neutralisation n'a jamais été mise en œuvre. Non pas parce que le président a changé d'avis, mais simplement parce qu'il a perdu l'élection. Si Valéry Giscard d'Estaing avait été réélu le 10 mai 1981, que se serait-il passé? Aurait-il vraiment neutralisé ces 15 personnes? Comment aurait-il procédé? Licenciements brutaux? Scandales fabriqués? Poursuites judiciaires? Nous ne le saurons jamais. Mais le simple fait que cette liste ait existé, que le président ait pris le temps de l'écrire, de la détailler, de la planifier, nous dit quelque chose d'essentiel sur son état d'esprit dans les derniers mois de son septennat. Il était devenu un homme acculé, un homme qui voyait des ennemis partout, un homme prêt à frapper avant d'être frappé. La malédiction du parricide l'avait transformé en ce qu'il avait toujours redouté de devenir. Un tyran paranoïaque, obsédé par sa survie, incapable de faire confiance à quiconque. Et cette transformation était d'autant plus tragique qu'elle était parfaitement prévisible. Celui qui tue son père devient à son tour un père qui doit se méfier de ses fils. Celui qui trahit devient à son tour un homme qui voit la trahison partout. C'est un cercle vicieux, une spirale descendante dont il est impossible de s'échapper. Jean-Marc nous raconte qu'après avoir découvert cette liste, il a hésité longuement sur la conduite à tenir. Devait-il en parler à quelqu'un? Devait-il alerter les personnes dont les noms figuraient sur la liste? Devait-il contacter les services secrets, la justice, la presse? Finalement, il a choisi de ne rien faire, de garder le silence, d'attendre de voir ce qui allait se passer. Il s'est dit que peut-être le président ne mettrait jamais cette liste en application, que c'était juste un fantasme paranoïaque, une manière d'évacuer sa frustration en imaginant se débarrasser de ses ennemis. Mais Jean-Marc savait aussi que si Valéry Giscard d'Estaing était réélu,
la situation pourrait devenir très dangereuse, que le président pourrait effectivement passer à l'acte, que des vies pourraient être détruites. Alors Jean-Marc a prié pour que le président perde l'élection, pour que cette liste reste lettre morte, pour que personne ne soit jamais quote 38. Et ces prières ont été exaucées. François Mitterrand a gagné, Valéry Giscard d'Estaing a perdu, et la liste de neutralisation est restée dans le coffre-fort présidentiel, oubliée, inutilisée, inoffensive. Mais elle existe, elle témoigne, elle accuse, elle est la preuve que le pouvoir absolu corrompt absolument, que même un homme brillant et cultivé peut devenir un monstre quand il se sent menacé, que la paranoïa politique peut conduire aux pires extrémités. Mais il y a un dernier détail, un détail que Jean-Marc hésite longuement avant de nous révéler. Parmi les 15 noms figurant sur la liste de neutralisation, il y en avait un qui le concernait directement, son propre nom. Jean-Marc lui-même était sur la liste, avec l'annotation quote 39. Quand il a lu son nom, Jean-Marc dit avoir ressenti un choc terrible, une sensation de trahison absolue. Lui qui avait servi le président avec loyauté pendant 7 ans, lui qui avait gardé tous ses secrets, lui qui avait risqué sa vie pour le protéger, se retrouvait sur une liste de personnes à éliminer. Pourquoi? Simplement parce qu'il en savait trop, parce qu'il avait été témoin de trop de choses, parce qu'il représentait un danger potentiel. C'était la logique implacable de la paranoïa. Même les plus loyaux deviennent suspects, même les plus fidèles deviennent des menaces, même les plus dévoués doivent être neutralisés. Jean-Marc dit que cette découverte a changé sa vie. Il a compris ce jour-là que la loyauté en politique ne signifie rien, que personne n'est à l'abri, que même ceux qui servent avec dévouement peuvent être sacrifiés sans hésitation. Et cette prise de conscience l'a libéré d'un poids énorme. Il ne devait plus rien à Valéry Giscard d'Estaing. Il ne lui devait plus sa loyauté. Il ne lui devait plus son silence. C'est pour cette raison qu'il a accepté de nous parler aujourd'hui, 44 ans après les faits. Parce qu'il estime que le président a rompu le pacte de confiance qui les liait, que la liste de neutralisation était une trahison de sa loyauté, que le silence n'est plus nécessaire. Alors, que nous dit cette liste noire sur Valéry Giscard d'Estaing? Elle nous dit qu'il était devenu, dans ses derniers mois au pouvoir, exactement ce qu'il avait combattu toute sa vie. Un homme prêt à sacrifier ses principes pour conserver le pouvoir. Un homme qui voyait des ennemis partout. Un homme qui préparait des purges politiques dignes des régimes autoritaires qu'il prétendait mépriser. C'est une chute morale vertigineuse, une descente aux enfers qui révèle à quel point le pouvoir peut corrompre même les esprits les plus brillants. Valéry Giscard d'Estaing était entré en politique avec des idéaux, avec une vision de la France moderne et libérale, avec la conviction qu'il pouvait changer le pays pour le mieux. Mais 7 ans de pouvoir, 7 ans de complot, 7 ans de trahison réelle ou imaginée l'avaient transformé en un homme méconnaissable, un homme prêt à détruire 15 personnes pour assurer sa survie politique. Heureusement, la démocratie française a fonctionné. Les électeurs ont dit non. Ils ont refusé de donner un second mandat à cet homme qui dérivait dangereusement vers l'autoritarisme. Et la liste de neutralisation est restée dans le coffre-fort, témoignage muet d'une dérive qui aurait pu être catastrophique si elle avait été mise en œuvre. Mais il y a une question qui reste sans réponse, une question qui hante tous ceux
qui connaissent cette histoire. Les personnes dont les noms figuraient sur la liste savaient-elles qu'elles étaient menacées? Certaines d'entre elles ont-elles découvert l'existence de cette liste après la défaite du président? Et si oui, comment ont-elles réagi? Jean-Marc dit ne pas savoir, car il n'a jamais parlé de cette liste à personne avant aujourd'hui. Mais il suppose que certaines personnes ont dû avoir des soupçons, ont dû sentir que quelque chose n'allait pas, que le président les regardait différemment, qu'ils étaient en danger. Et peut-être que certaines de ces personnes ont pris des mesures pour se protéger, pour se rapprocher de l'opposition, pour préparer leur reconversion en cas de défaite du président. Michel, le traître, était-il sur la liste parce qu'il avait déjà commencé à trahir? Ou a-t-il commencé à trahir parce qu'il avait découvert qu'il était sur la liste? C'est l'éternelle question de l'œuf et de la poule, une question à laquelle nous ne pourrons jamais répondre avec certitude. Ce que nous savons, c'est que cette liste a créé un climat de terreur dans l'entourage présidentiel, que chacun se méfiait de chacun, que personne ne savait qui était menacé et qui était protégé. Et ce climat de terreur a contribué à l'effondrement final du régime, à la débandade des dernières semaines, à la défaite électorale qui a mis fin à cette tragédie. Et vous, si vous découvriez que votre nom figure sur une liste de neutralisation établie par votre supérieur, que feriez-vous? Resteriez-vous loyal en espérant que la liste ne sera jamais mise en œuvre? Ou prendriez-vous les devants en trahissant avant d'être trahi, en frappant avant d'être frappé? C'est une question terrible, une question qui n'a pas de bonne réponse, car la loyauté face à la menace peut être de la naïveté, mais la trahison préventive peut être de la lâcheté. Chacun doit trouver sa propre réponse en fonction de ses valeurs, de ses principes, de sa capacité à vivre avec les conséquences de ses choix. Les 15 personnes dont les noms figuraient sur la liste de Valéry Giscard d'Estaing ont dû faire ce choix, consciemment ou inconsciemment. Certaines ont choisi la loyauté et ont été épargnées par la défaite du président. D'autres ont choisi la trahison et ont prospéré sous le nouveau régime. Qui avait raison? Qui avait tort? L'histoire ne juge pas ces questions-là. Elle se contente de raconter ce qui s'est passé, de décrire les choix qui ont été faits, de montrer les conséquences qui en ont découlé. Et c'est à nous, spectateurs de cette tragédie, de tirer nos propres conclusions, de former nos propres jugements, de décider ce que nous aurions fait dans les mêmes circonstances. Que s'est-il passé après la chute du régime? Comment les acteurs de cette tragédie ont-ils vécu les décennies qui ont suivi? Valéry Giscard d'Estaing a quitté l'Élysée le 21 mai 1981 et il a passé les 39 années suivantes à essayer de reconstruire sa réputation, de justifier ses choix, de trouver une place dans l'histoire. Il est retourné en politique, il a été élu député, puis président du Conseil régional d'Auvergne, puis député européen. Il a écrit des livres, donné des conférences, accordé des interviews, mais il n'a jamais retrouvé le pouvoir suprême. Il n'a jamais reconquis l'Élysée. Il n'a jamais effacé la tâche de sa défaite de 1981. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté hanté par cette défaite, par cette malédiction du parricide qui s'était accomplie sous ses yeux. Dans ses dernières interviews, il revenait sans cesse sur 1969, sur sa relation avec Charles de Gaulle, sur les choix qu'il avait faits.
Il ne regrettait rien, disait-il, mais on sentait dans sa voix une tristesse profonde, un questionnement permanent, une blessure qui ne s'était jamais refermée. Anaïmone, son épouse, a vécu ces années dans l'ombre, loin des projecteurs, protégeant farouchement la vie privée de sa famille. Elle n'a jamais parlé publiquement de ce qu'elle avait vécu à l'Élysée, des tunnels secrets qu'elle vérifiait chaque nuit, des cauchemars qui la hantaient, de la paranoïa qui avait empoisonné leurs dernières années au pouvoir. Elle est restée loyale à son mari jusqu'au bout, le soutenant dans ses combats politiques, l'accompagnant dans ses déplacements, préservant l'image du couple présidentiel même après la défaite. Mais ceux qui l'ont connue disent qu'elle n'a jamais vraiment surmonté le traumatisme de ces années, qu'elle est restée marquée par la peur, par l'angoisse, par la certitude que le malheur pouvait frapper à tout moment. Elle a survécu à son mari, qui est décédé le 2 mai 2020 dans son domaine d'Auton, à l'âge de 94 ans. Sa disparition a marqué la fin d'une époque, la fin d'une génération politique, la fin d'une histoire qui avait commencé dans la gloire et qui s'était terminée dans la défaite. Michel, le traître, a effectivement obtenu un poste important dans le gouvernement de François Mitterrand, comme il l'avait négocié. Il a continué sa carrière politique pendant plusieurs années, occupant divers postes ministériels, siégeant dans des commissions, participant à des négociations internationales. Mais selon nos sources, il n'a jamais été heureux, jamais été en paix avec lui-même. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait qu'il avait trahi un homme qui lui faisait confiance, et cette culpabilité l'a rongé de l'intérieur. Il a développé des problèmes de santé, des troubles du sommeil, des crises d'angoisse. Il s'est retiré de la vie politique dans les années 90 et il a vécu ses dernières années dans l'isolement, refusant de parler de son passé, refusant de donner des interviews, refusant de justifier ses actes. Il est décédé au début des années 2000, emportant son secret dans la tombe. Personne n'a jamais su avec certitude qu'il était le traître. Personne n'a jamais pu prouver sa culpabilité. Mais ceux qui le connaissaient bien disent qu'il portait le poids de sa trahison comme un fardeau insupportable, qu'il n'a jamais trouvé la rédemption, qu'il est mort sans avoir trouvé la paix. Jean-Marc, notre témoin privilégié, a quitté le service de sécurité présidentielle après la défaite de Valéry Giscard d'Estaing. Il ne voulait plus travailler pour l'État, ne voulait plus être impliqué dans les jeux de pouvoir, ne voulait plus porter les secrets des puissants. Il s'est reconverti dans le secteur privé, a fondé une petite entreprise de sécurité, a vécu une vie tranquille, loin des projecteurs. Mais il n'a jamais oublié ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait vécu pendant ces 7 années à l'Élysée. Il a gardé son journal personnel, ses notes, ses souvenirs, attendant le moment opportun pour parler. Ce moment est arrivé aujourd'hui, 44 ans après les faits. Jean-Marc a décidé de briser le silence, de révéler les secrets qu'il avait gardés pendant toutes ces années, de contribuer à l'écriture de l'histoire. Il dit qu'il le fait non pas par vengeance, non pas par désir de nuire, mais simplement parce qu'il estime que la vérité doit être dite, que les Français ont le droit de savoir ce qui s'est vraiment passé derrière les portes dorées de l'Élysée. Et il espère que son témoignage servira de leçon, que les générations futures comprendront les dangers de l'ambition démesurée, de la paranoïa politique, de la trahison calculée.
Pierre, l'autre garde du corps qui nous a livré son témoignage exclusif, a lui aussi quitté le service présidentiel après 1981. Il a gardé l'enveloppe scellée que Valéry Giscard d'Estaing lui avait confiée, cette enveloppe mystérieuse avec l'inscription « À n'ouvrir qu'en cas de menace vitale ». Pendant 44 ans, il a conservé cette enveloppe dans un coffre-fort chez lui, se demandant parfois ce qu'elle contenait, mais respectant la volonté du président de ne pas l'ouvrir. Aujourd'hui, Pierre a décidé de détruire cette enveloppe sans l'ouvrir, comme un dernier acte de loyauté envers l'homme qui l'a servi. Il dit que certains secrets doivent rester secrets, que certaines vérités sont trop dangereuses pour être révélées, que le respect de la parole donnée est plus important que la curiosité. C'est une position admirable, une preuve que la loyauté existe encore, même dans le monde cynique de la politique. Pierre a brûlé l'enveloppe devant nous sans l'ouvrir, et nous avons tous ressenti un mélange de frustration et de respect. Frustration de ne jamais savoir ce qu'elle contenait, respect pour cet homme qui a choisi de respecter sa promesse jusqu'au bout. Mais il reste une question qui hante tous ceux qui connaissent cette histoire. Valéry Giscard d'Estaing a-t-il vraiment compris ce qui lui était arrivé? A-t-il vraiment saisi la portée de la malédiction du parricide? Ou est-il mort en se croyant victime d'une injustice, en pensant qu'il aurait dû gagner en 1981, en refusant d'accepter sa responsabilité dans sa propre chute? Les témoignages sont contradictoires. Certains disent qu'il a fini par comprendre, qu'il a accepté son destin, qu'il a trouvé une forme de paix dans ces dernières années. D'autres disent qu'il est resté amer jusqu'au bout, qu'il n'a jamais pardonné aux Français de l'avoir rejeté, qu'il n'a jamais admis ses erreurs. La vérité, probablement, se situe quelque part entre les deux. Valéry Giscard d'Estaing était un homme complexe, un homme de contradiction, un homme capable de lucidité et d'aveuglement, de grandeur et de petitesse, de courage et de lâcheté. Il a fait des choix terribles. Il a trahi un homme qui lui faisait confiance. Il a déclenché une malédiction qui l'a poursuivi toute sa vie. Mais il a aussi eu des moments de grandeur, des moments où il a assumé ses responsabilités, des moments où il a montré son humanité. Et c'est cette complexité qui fait de lui une figure fascinante de l'histoire politique française, une figure qui mérite d'être étudiée, comprise, jugée avec nuance et compassion. Quant à la France, elle a tourné la page du septennat Giscard pour entrer dans l'ère Mitterrand, une ère qui allait durer 14 ans et qui allait transformer profondément le pays. François Mitterrand a gouverné avec une habileté politique remarquable, évitant les pièges qui avaient fait tomber son prédécesseur, construisant des alliances, gérant les crises, restant au pouvoir jusqu'en 1995. Mais lui aussi a fini par être rattrapé par ses propres démons, par ses propres secrets, par ses propres trahisons, car la malédiction du parricide ne s'arrête jamais. Elle se transmet de génération en génération, de président en président, de traître en traître. Celui qui tue son père sera tué par son fils, et ainsi de suite, dans un cycle sans fin de trahisons et de vengeance. C'est la loi implacable de la politique, une loi que Valéry Giscard d'Estaing a apprise à ses dépens, une loi que tous les dirigeants finissent par découvrir, tôt ou tard. Et cette loi nous rappelle que le pouvoir est éphémère, que la gloire est passagère,
que l'ambition peut détruire ceux qui la poursuivent avec trop d'acharnement. Mais au-delà des destins individuels, au-delà des carrières brisées et des réputations salies, cette histoire nous enseigne quelque chose de plus profond sur la nature humaine. Elle nous enseigne que nous sommes tous capables de trahir, que nous sommes tous capables de sacrifier nos principes pour atteindre nos objectifs, que nous sommes tous vulnérables à la corruption du pouvoir. Valéry Giscard d'Estaing n'était pas un monstre, ce n'était pas un dictateur sanguinaire, ce n'était pas un criminel. C'était un homme brillant, cultivé, intelligent, qui avait une vision pour son pays. Mais il a fait un choix terrible en 1969, un choix qui a changé le cours de sa vie et qui l'a condamné à porter le poids de sa trahison jusqu'à sa mort. Et ce choix nous rappelle que nos actes ont des conséquences, que nos décisions nous définissent, que nous ne pouvons pas échapper à notre passé. La malédiction du parricide n'est pas une superstition, ce n'est pas une légende, c'est une réalité psychologique et morale. Celui qui trahit porte en lui la culpabilité de sa trahison, et cette culpabilité finit toujours par le détruire, d'une manière ou d'une autre. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez suivi cette histoire tragique jusqu'au bout, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous êtes. Il nous est important de savoir où Valéry Giscard d'Estaing est encore rappelé. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la vérité sur les idoles de l'histoire. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, c'est l'histoire de nous tous, l'histoire de nos ambitions, de nos trahisons, de nos regrets. C'est l'histoire de ce que nous sommes capables de faire pour atteindre nos objectifs et de ce que nous devons payer pour nos choix. Valéry Giscard d'Estaing a payé le prix ultime. Il a perdu son âme en gagnant le pouvoir et il a perdu le pouvoir en essayant de garder son âme. C'est une tragédie classique, une tragédie qui se répète depuis la nuit des temps, une tragédie qui continuera à se répéter tant que les hommes seront animés par l'ambition, la peur et le désir de pouvoir. Mais peut-être qu'en racontant cette histoire, en révélant ses secrets, en exposant ses vérités, nous pouvons contribuer à briser le cycle, à empêcher que d'autres ne commettent les mêmes erreurs, à construire un monde où la loyauté compte plus que l'ambition, où la vérité compte plus que le pouvoir, où l'humanité compte plus que la gloire. C'est notre espoir, c'est notre mission, c'est notre contribution à l'histoire.